Ok, je reprends au nom de Claude Armand. Je suis CEO de Betel Kebab. Betel Kebab, c'est une entreprise qui produit la viande végétale. Donc, je suis environnementaliste et biologiste de formation. Voilà, merci. Moi, c'est mademoiselle Megumbala Hélène. Je suis expert en développement durable, spécialiste en management environnemental, de nationalité camerounaise. Et bonjour à tous, je me nomme James Amassiana Bodinou, et togolaise des questions environnementales et également formateur dans le domaine de l'entrepreneuriat. Merci. Vraiment que l'entrepreneuriat vert, comme l'appellent les Anglais le Green Jobs, et l'impact négatif sur l'environnement qui débouche à terme sur les économies durables d'un point de vue environnemental, économique et social. Donc l'entrepreneuriat vert, comme on peut le dire, contribue et à la restauration de l'environnement traditionnel, l'industrie manufacturière, de construction et de nouveaux secteurs verts qui émergent vers les énergies renouvelables et efficacité énergétique. Merci beaucoup. Merci encore pour cette question. Effectivement, il y a en Afrique de ces jeunes-là qui travaillent pour ce que nous appelons l'entrepreneuriat vert en Afrique. Il y a plein de métiers, comme les métiers de l'assainissement, du traitement des déchets, c'est un métier de l'entrepreneuriat vert, curation, assainissement, de distribution d'énergie et d'eau, d'énergie renouvelable, construction par rapport à l'efficacité énergétique, le recyclage électrique et également les métiers de la pêche, la production de plantes, etc. L'habitude de faire et que nos parents ont déjà fait. Que cela. Alors, nous avons l'agriculture, ça depuis très longtemps et qui constitue le socle africain. Nous avons également les métiers du technicien de l'environnement, du traitement des pollutions et des ingénieurs et cas techniques de l'environnement. C'est un travail qui se fait nouvellement, qui existait, mais les gens n'ont pas donné un nom approprié à ça. Cycle des objets émanant du domaine vert encore plus disponible. Et les métiers de traitement de pollution, technique de l'environnement, où nous avons le montage d'appareils photo. Nous avons le métier des agents d'assainissement et de traitement des déchets. Ceux-là qui sont chargés régulièrement de nous débarrasser de nos déchets, mais les déchets débarrassés vont où? Sont également traités quelque part. Nous avons également le métier des agents de maîtrise et les techniciens en pollution, distribution d'énergie d'eau, chauffage, ingénieurs et cas de distribution d'énergie d'eau, c'est-à-dire ceux-là font des montages de centres d'eau où on n'y a pas assez. Nous parlons également de le métier de recyclage des déchets que nous appelons au Togo éco-jogging, qui consiste également conjointement avec du sport, les ramassages de plastique biodégradable, transformés dans des points de recyclage vers d'autres objets. Donc, et que ça, sans oublier également de fabrication du charbon de bois, disons souvent en Afrique.
Merci. Cette question, je dirais que les jeunes, la population de la jeunesse étant dans la souffrance, dans le chômage, c'est un moyen, premièrement, de l'anti-chômage. Donc, la jeunesse africaine devrait se lancer à l'entrepreneuriat vert, tout d'abord pour lutter contre le chômage, premièrement parce que nous nous rendons compte qu'en Afrique, nous avons un taux de chômage élevé. Un taux de chômage élevé des jeunes. Et nos services publics, souvent tout le monde ne peut pas être à la fonction publique. Donc, l'heure actuelle est que les jeunes doivent se lancer avec, pratiquement pour lutter d'abord contre le chômage. Deuxièmement, nous savons que l'entrepreneuriat vert est un entrepreneuriat qui offre un environnement sain, c'est-à-dire une protection, une entreprise qui lutte, qui valorise l'environnement, qui lutte contre les déchets jetés, donc qui est là pour la protection de l'environnement. Deuxièmement, cette jeunesse doit se lancer pour satisfaire l'environnement et promouvoir, c'est-à-dire, nous savons que, et promouvoir le développement durable. Si la jeunesse africaine doivent lutter contre le chômage, ils doivent aussi promouvoir la protection de l'environnement, ils doivent valoriser aussi les ressources naturelles, c'est-à-dire nous savons que nos ressources naturelles sont diminuées, c'est-à-dire pour limiter le gaspillage des ressources naturelles. C'est ça pour moi, pour ma part, ça voudrait dire que nous, la jeunesse camerounaise, maintenant, l'entrepreneuriat vert, pas un entrepreneuriat qui nous booste, qui satisfait aussi la génération future. C'est-à-dire un entrepreneuriat qui nous satisfait et qui satisfait la génération future. Ça, c'est mon point de vue. Les raisons que nous pouvons élaborer ici sont les raisons pratiquement d'abord économiques, parce que tout jeune doit avoir pour vivre, c'est-à-dire nos besoins économiques, c'est-à-dire on fait de l'entrepreneuriat, on ne fait pas de l'entrepreneuriat juste, comme on dit, entrepreneuriat vert, protéger l'environnement, valoriser les ressources, faire ceci, mais tout pratiquement d'abord, nous voulons une rentabilité. Donc pour moi, les raisons sont d'abord que les jeunes se lancent à l'entrepreneuriat vert pour avoir des économies pour les finances. Ça, c'est une raison premièrement économique. La deuxième raison, c'est les raisons sociales, c'est-à-dire nous, la jeunesse camerounaise doit, la jeunesse africaine doit se lancer pour des raisons sociales. Je me justifie. Les raisons sociales sont, c'est-à-dire nous devons une jeunesse qui innove, une jeunesse qui est en compétition sociale, trouverait des raisons pour se lancer dans l'entrepreneuriat vert. Donc, valoriser son savoir-faire. Par exemple, au niveau, comme M. Dieng parlait, au recyclage des déchets, au niveau peut-être des énergies renouvelables. Donc, cette jeunesse doit valoriser le savoir-faire. Ça, ce sont les raisons sociales. Maintenant, nous avons les raisons sociales aussi, c'est au niveau des protections aussi de l'environnement. Nous pouvons aussi dire. Nous avons aussi des raisons, je pourrais dire,
professionnel. C'est-à-dire, la jeunesse doit se lancer pour dire, bon, nous allons faire la différence. Nous allons promouvoir l'entrepreneuriat vert. Parce que c'est un de ces, comme nous le savons, c'est un concept que beaucoup n'en connaissent pas. C'est un concept qui est encore reculé. C'est-à-dire, la plupart des jeunes africains ne savent pas encore qu'est-ce que l'entrepreneuriat vert. Donc, les jeunes qui se mobilisent, qui se lancent pour faire de l'entrepreneuriat vert, d'une part, c'est une raison de promouvoir cet entrepreneuriat, c'est-à-dire de promouvoir l'entrepreneuriat vert. Donc, moi, je pense que voilà les raisons que nous pouvons avancer pour motiver les jeunes à faire de l'entrepreneuriat vert. L'entrepreneuriat vert mérite une compétence. Ce n'est pas tout le monde qui doit se lancer. Nous parlons, c'est la raison pour laquelle il y a certains programmes comme le Youth Connect, c'est un programme africain. C'est-à-dire, là-bas dans ce programme, on vous apprend, on vous initie comment faire de l'entrepreneuriat vert. Donc, avant qu'un jeune ne se lance, il mérite d'être d'abord suivi, il mérite d'être d'abord formé. C'est la raison pour laquelle on demande aux entrepreneurs verts d'être d'abord bien formés. Parce que l'entrepreneuriat vert a beaucoup de astuces. Parce que nous parlons là je pourrais dire comment, de la protection de l'environnement. Nous parlons aussi au niveau des ressources même naturelles. Qui est au marché, est-ce qu'il répond aux questions environnementales? Soit un jeune qui veut monter une entreprise verte, est-ce qu'il doit connaître que dans mon entreprise, un système de management environnemental, je dois instaurer un système de management environnemental. Mon entreprise doit répondre doit avoir une RSE, c'est-à-dire une responsabilité sociétale, donc doit avoir une RSE. Donc ça mérite une formation, ça mérite des formations. On ne se lance pas pour se lancer, ça mérite des formations pour savoir comment manager une entreprise environnementale, quels sont les produits qui valorisent une entreprise environnementale. Donc ça mérite d'avoir une formation de ma part. Oui. Ah oui, ah oui. Ah oui. Merci. Merci. Oui. Oui, monsieur Akpalo. Je vous en prie. C'est tout le plaisir pour vous. Oui. D'accord. Merci beaucoup pour l'opportunité une fois encore. Comme je le disais, je suis responsable de Betel Kebab qui produit la viande végétale. Donc, en fait, je voulais un peu revenir un peu sur le concept des copreneurs, si vous le permettez. Parlons d'entrepreneuriat vert. Là, c'est vrai que orienté vers le social, vers le problème écologique bien précis. Mais il y a quelque chose que nous ne devons pas vraiment oublier, c'est que quand il y a écopreneuriat, ça veut dire qu'il y a écologie et puis entrepreneuriat. Entrepreneuriat, vous ne pouvez pas faire de l'entrepreneuriat sans pouvoir chercher à gagner de l'argent. C'est crucial.
c'est vraiment un point vraiment sur lequel on doit se baser. Pas dire que vous êtes éco-preneur si vous faites quelque chose qui ne vous rapporte pas de l'argent, parce que quand vous entreprenez, il y a des charges que vous devez faire. Vous devez respecter certaines choses, payer le loyer, je sais pas moi, payer le personnel et ainsi de suite. Donc c'est pour cela, quand nous parlons des opportunités disponibles dans l'entrepreneuriat en Afrique, au Togo, il y a plein. Avec l'écopreneuriat, c'est que c'est adapté à beaucoup de domaines. Que vous prenez n'importe quel domaine, que vous prenez l'agriculture, vous prenez l'industrie, vous prenez le tourisme, vous prenez, je sais pas moi, l'agroalimentaire, qu'importe le domaine que vous prenez, vous pouvez facilement l'adapter au niveau de l'écologie, en fait, en réalité. Les opportunités, elles sont plusieurs. Que ce soit, par exemple, nous avons parlé tout à l'heure, M. James et M. Hélène sont en train de parler ils parlaient, par exemple, du recyclage, par exemple. Le recyclage des déchets, c'est une opportunité. Au niveau de l'architecture, c'est une opportunité. Il y a plusieurs nouveaux métiers qui sortent aujourd'hui. Même si vous prenez, par exemple, les sachets plastiques même. Par exemple, au Togo, il y a une entreprise qui s'appelle Zamki. Il prend les sachets de Pure Water et il les recycle. Il en fait des habits. Il en fait plusieurs choses. Qui prennent les mêmes sachets, ils en font en mode granulé. Et ces granulés, là maintenant, ils les revendent aux entreprises qui sont dans le domaine des chaises et autres là, et eux ils le réutilisent. Donc on va directement dans l'économie circulaire en fait en réalité. Encore qui prennent les mêmes sachets, par exemple les coques de télévision, les trucs cathodiques là que nous avons, les télévisions cathodiques que nous avions, les trucs cathodiques que nous avions avant les écrans plats maintenant. Comme un granulé, ils les réutilisent pour d'autres choses. Donc en fait, là où je veux en venir, c'est que l'opportunité est l'essentiel, c'est de pouvoir faire tout pour pouvoir répondre à un besoin écologique bien précis. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas faire de l'entrepreneuriat si vous ne cherchez pas la durabilité. Et quand nous parlons de durabilité, il faut que les trois axes du développement durable soient atteints, c'est-à-dire que l'économie, l'écologie, ça doit être pris en compte dans tout projet que vous faites. La police, pour le postuler aux appels d'offres aujourd'hui, qu'importe les concours, on demande toujours l'impact de votre entreprise. Et l'impact, là, doit prendre les trois domaines, l'écologie, le social et puis l'économie. Si l'un des trois là n'est pas atteint, vous ne faites pas de l'écopreneuriat, vous ne faites pas du développement durable. Oui, allô? Je vous reçois. Oui. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. En fait, modèle économique. En fait, par exemple, moi, à part mon entreprise et puis ma formation initiale, j'aide beaucoup d'entrepreneurs à pouvoir trouver le modèle économique de leur entreprise, à pouvoir rédiger leur business plan et tout cela. En fait, tout est question de modèle économique. Vous voulez rentrer dans l'entrepreneuriat, que ce soit de l'entrepreneuriat classique comme nous le connaissons, ou bien de l'écopreneuriat, tout est question de modèle économique. Comment vous voulez gagner de l'argent? Il suffit tout simplement de trouver comment vous voulez gagner de l'argent. Vous pouvez aller, par exemple, quand nous prenons l'exemple courant, je vais juste prendre l'exemple courant des sachets plastiques que nous tous nous connaissons. Parce que dans la plupart de nos villes, il y a au moins une entreprise qui fait du recyclage de sachets plastiques. Donc, je vais prendre cet exemple courant-là. Quand vous voulez prendre les sachets plastiques et que vous voulez en faire une entreprise, par exemple. Donc, la première question, comment je vais avoir ma matière première?
ma matière première, il faut que moi, mais je ne peux pas aller directement pour pouvoir aller les prendre. Donc, il faut trouver un moyen pour pouvoir faire venir la matière première vers moi. Donc, du coup, vous pouvez dire, OK, j'achète le sachet plastique, le kilo, je sais pas moi, à 100 francs par exemple. Et que les gens, et vous devez dire que si c'est avec impureté, et donc je le prends à 75 francs, mais si c'est sans impureté, je le prends à 100 francs. Donc, quand vous le prenez à 1 kilo, vous devez avoir un point. Quand les personnes viennent, ça veut dire que vous, à votre niveau, vous pouvez soit les revendre à d'autres entreprises qui sont dans le domaine peut-être à 150 ou à 200, ou bien vous-même vous chargez carrément de pouvoir le changer. Donc, vous ne pouvez pas faire de l'entrepreneuriat sans pouvoir gagner de l'argent. Soit vous êtes carrément une organisation de la société civile, et nous tous on sait que vous êtes une organisation de la société civile. Parce que être une organisation de la société civile, c'est différent. Vous allez vers de l'entreprise sociale. Et quand dans l'entrepreneuriat social, là, tout ce que vous avez comme bénéfice, là, vous devez carrément vous le reverser vers les bénéficiaires. Je ne sais pas si vous me suivez un peu. Mais quand vous allez vers de l'entrepreneuriat même, en tant qu'entrepreneuriat, et comme on dit éco-entrepreneuriat, vous devez forcément gagner de l'argent. Même, je vais plus loin, ceux qui font dans l'entreprise sociale. C'est le WACSI, par exemple. Le WACSI, c'est une organisation de la société civile qui forme tous ceux qui sont dans les OST, ils ont leur siège au Ghana. Ils ont leur siège au Ghana. Par exemple, ces personnes-là, ils prônent aujourd'hui que pour toute entreprise, pour tout projet que vous avez, c'est crucial de pouvoir faire quoi? De pouvoir avoir un plan de durabilité. Aujourd'hui, l'ONU vous finance à pouvoir faire un projet. À la suite des 3 ans là, qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que le financement ne sera plus là? Vous allez disparaître ou bien vous allez continuer? Vous devez chercher à pouvoir gagner de l'argent. Qu'importe si l'argent doit être utilisé pour les bénéficiaires ou pour vous-même, qu'importe, il faudrait quand même que vous trouviez quand même un moyen de pouvoir gagner de l'argent. Et le modèle économique d'une entreprise sociale, d'une organisation de la société civile, c'est faisable. Je vais donner un tout dernier exemple. J'ai un très bon ami, OGED. Il dirige une ONG qu'on appelle OGED, Organisation des jeunes pour le développement durable. Il s'appelle Kevin Ossa. Il a mis en place quelque chose qui est vraiment crucial lors de la crise de coronavirus. C'est une organisation de la société civile, mais qu'est-ce qu'il a fait? Lors de la crise, avec l'Artémisia que nous sommes en train tous de prôner maintenant, il a mis en place une ferme. Et il a cultivé l'Artémisia et il en vend. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Il est dans le domaine de l'ONG, dans l'organisation de la société civile, mais quand même, il a mis en place quelque chose pour pouvoir générer les sous. Et ces sous-là vont pouvoir, il les réutilise dans le cadre OGEP pour pouvoir mener à bien ses actions. Donc, c'est important de pouvoir trouver un modèle économique, qu'importe le domaine dans lequel vous êtes. Voilà. Bien sûr. D'accord. D'accord. Merci. Oui. L'entrepreneuriat, je suis de ceux qui croient que c'est même la clé du développement de l'Afrique. Parce que, vous savez, en Europe, tu t'es déjà calé. Que ce soit aux États-Unis, tu t'es déjà vraiment calé. Genre, par exemple, vous n'allez pas aller en Europe, par exemple, trouver des déchets, des décharges publiques comme on a l'habitude de les trouver. Il y a certains problèmes qui n'existent plus, en fait, en Europe, en fait, en réalité, ici chez nous. Nous avons beaucoup de choses que nous pouvons exploiter. Par exemple, actuellement, nous n'avons pas encore, par exemple, au Togo, on n'a pas encore vraiment la culture du biogaz. Une idée très vaste que nous pouvons utiliser. Nous avons des problèmes d'électricité actuellement en Afrique. Partout en Afrique. Par exemple, au Nigeria, vous pouvez passer toute une journée sans électricité. Alors qu'au même moment, ils sont, je sais pas moi, des millions. Et chacun a au moins, je sais pas moi, un pusa ou bien un WC chez lui à la maison qu'on peut facilement utiliser.
et pouvoir avoir de l'énergie. C'est-à-dire, non seulement vous avez votre biogaz, mais au même moment, vous produisez de l'électricité chez vous à la maison. Je ne sais pas si vous voyez un peu. Donc, ça veut dire que je pense que c'est une opportunité assez vaste. 90% des terres en Afrique ne sont pas cultivées. L'agriculture biologique, elle est là. Nous pouvons utiliser l'agriculture biologique pour pouvoir faire beaucoup de choses. Là, actuellement, moi, je fais de la viande végétale. Je fais de la viande végétale. Ça veut dire les céréales au Togo. Et imaginez que c'est seulement 10% qui est produit. Et c'est seulement... Moi, j'utilise à peine 1% pour pouvoir m'apporter. Imaginez si on arrive à utiliser, je ne sais pas, 50% des terres arabes et qu'on produit. Là, ça veut dire qu'au moins, moi aussi, je pourrais avoir, je ne sais pas moi, 20% pour pouvoir faire ma production. Et du coup, j'augmente aussi ma capacité de production. Et je peux aussi exporter facilement. Donc, ça veut dire qu'en Afrique, en fait, c'est même le berceau de l'humanité. Et en réalité, actuellement, la plupart des grandes opportunités, c'est en Afrique. Le pétrole, je ne sais pas moi, qu'importe quoi. Que ce soit classique, conventionnel ou écologique, c'est en Afrique, en fait. C'est le berceau de tout en réalité. Oui. Je vous en prie. D'accord, pas de souci. D'accord. D'accord, merci beaucoup. En fait, comme on le dit, comme profession, je suis éco-architecte et urbaniste de ville durable. Simplement, quand on le comprend, cela veut dire que je fais de l'architecture en respectant la protection de l'environnement, en essayant de réduire l'impact de mes constructions, de mes travaux, depuis le début, la conception du projet, pendant le projet, jusqu'à la fin du projet. Et au niveau de l'urbanisme durable, je fais des conceptions en pensant au développement durable des villes. Maintenant, en tant que manager du YAC, la YAC, c'est l'association Youth Architect Community qui tout simplement fait la promotion de l'environnement, en fait. Donc, ce que nous y faisons, c'est former des jeunes dans le leadership vert et dans l'entrepreneuriat vert. En cela, c'est beaucoup plus ça ce que je fais. Bien sûr, j'ai un cabinet qui fait aussi dans la même optique, mais parlons de la YAC, c'est beaucoup plus ce que nous faisons. Donc, nous élaborons des projets verts, nous aidons les jeunes à se préparer d'abord mentalement en tant qu'entrepreneur, à avoir des notions par rapport à l'environnement, puis à rédiger des projets et dans la mesure du possible, nous leur permettons de pouvoir être incubés pour pouvoir implémenter leurs projets. Je ne dirais pas, enfin, pour ma part, je ne dirais pas que ce soit un domaine délaissé, parce que l'Afrique est devenue, la jeunesse africaine est consciente. Elle est devenue consciente et à la recherche d'opportunités. Et pour ma part, quand je vois ce qui se passe ici au Togo, je me rends compte que beaucoup plus de personnes sont en train de se tourner vers l'environnement. Si l'on voit au niveau de l'administration territoriale, par exemple, le nombre d'associations qui se tournent beaucoup plus vers l'environnement est en train de monter crescendo. Et les opportunités sont là, elles sont nombreuses.
Et nous avons le Fonds vert, par exemple, dont il y a un représentant à la direction de l'environnement au Togo qui permet de pouvoir élaborer des projets aussi. Et nous avons le LRE, je crois, le laboratoire de recherche aussi sur l'environnement, qui soutient les associations et les projets à ce niveau. Donc, moi, pour ma part, ce que je peux dire, c'est que quand on voit des associations comme OGES, citées par le collègue Armand, des associations comme Recycling Pro, où déjà les gens se mettent dans le recyclage de déchets, la fabrication de pavés à base de plastique, beaucoup d'initiatives, on se rend compte qu'en fait, l'Afrique est déjà en train de se réveiller, que les jeunes le font. Maintenant, ce que moi je ferais, c'est tout simplement dire que dans cet éveil-là, il serait intéressant d'observer une certaine collaboration, beaucoup plus de soutien des autorités administratives, parce qu'il y a certaines personnes qui sont un peu comme des doyens et qui ne laissent pas les jeunes entreprises venir continuer le travail alors que le travail est immense. Donc pour ma part, je pense que c'est un domaine quand même qui ne doit plus être dit nouveau, mais qui a commencé et qui est important afin de voir une émergence totale au niveau de nos villes africaines, mais aussi de nos pays. Voilà. Par rapport à ça, la solution est vraiment très simple. C'est apprendre la collaboration. C'est-à-dire que tout est devenu participatif. Nous vivons dans un monde connecté, donc on a besoin forcément de l'action de l'autre. Notre agissement, notre activité impacte sur l'autre. Et pour que ça puisse marcher, il faudrait tout simplement donner cette ouverture et favoriser la collaboration. Il se peut que, comme dans d'autres pays où carrément c'est le gouvernement qui distribue les projets, c'est-à-dire telle entreprise ou telle association peut avoir tel projet, voici les subventions. La prochaine fois, ce sera vers tel ou tel type d'association. Cela peut être comme cela, mais ce n'est pas tellement bien parce que notre esprit africain est un esprit Ubuntu normalement. J'existe parce que tu es. Donc, normalement, la meilleure des solutions, c'est tout simplement la collaboration, mais aussi des plans vraiment bien fignolés, des plans, des modèles, voilà, des modèles économiques vraiment bien fignolés, mais associant les personnes pour que chacun ait aussi son gain afin de pouvoir favoriser cette collaboration et cet intérêt-là. Voici à peu près mon approche de solution. Tout simplement, d'abord, nous vivons dans un monde qui est en train d'être détruit à cause de nos actions, les actions de l'homme. Donc, nous avons vu, et c'est pour ça que presque toutes les villes sont en train de se lancer dans le durable, qu'il faudrait protéger notre environnement. Actuellement, tous les États sont là en train d'essayer de copier le modèle rwandais sans les adapter parce qu'ils ont vu quand même un peu ce qu'on appelle le miracle rwandais. Mais une façon de dire aussi que chacun a un rôle à jouer et chacun peut faire quelque chose. Il faut juste se former, aller à la source. Moi, pour ma part, j'ai fait de l'architecture. On ne fait pas de l'éco-architecture, on fait de l'architecture, puis on fait de la spécialisation. Donc, je suis partie vers l'information, je suis partie vers la formation pour mieux connaître. Comme l'a soulevé Madame Hélène, par exemple, il faut vraiment, vraiment se former pour mieux maîtriser la chose et ne pas faire d'erreurs. Voilà.
Merci. Oui, bonjour. Ça va bien, par la grâce de Dieu. Oui, ça va. Exactement, merci à tous. C'est Titi Kofi Bokon, président de l'association Eco Tourisme Togo, promoteur de l'événement ski et éco-entrepreneur. De formation, je suis ingénieur génétique. Oui. L'écotourisme. Voilà. Exactement, merci déjà. Je remercie déjà tous les panélistes qui sont passés bien avant moi. Surtout à compatriote Farida, qui a un peu éclairci certains domaines que je vais plus accentuer sur ça. Déjà, l'écotourisme. Si on prend le mot en sa globalité, il y a l'écologie, il y a le tourisme. Le tourisme qui se fait déjà, qui a connu un peu l'aide, le Moyen-Âge depuis le Moyen-Âge et tout, qui a boosté vraiment l'économie dans tous les pays, je peux dire. Elle a boosté aussi l'économie chez nous, dernièrement, où on a vraiment reconnu l'importance du fait du tourisme et plus accentué ou plus pointu l'écotourisme. L'écotourisme, c'est quoi? C'est le fait du tourisme tout en préservant un peu la nature ou tout en préservant l'espace biologique. Si je ne dis pas l'espace biologique, la faune et la flore, tout en les préservant dans son intégrité, la respectant, pour pouvoir faire ce tourisme-là. Vous n'êtes pas sans savoir que le tourisme en sens général, ou je peux dire en sens décortication, n'est pas simplement ces lieux aménagés que nous allons souvent, les cascades, les montagnes, les lieux recoudés, les villages. Non. Le tourisme, déjà, c'est déjà la première base. Du genre, si vous venez dans un pays, les voies, les immeubles, l'habitat, l'école, les ruelles, c'est tout ça qui forme un peu le visage du tourisme en premier lieu. C'est un peu sur ça que l'association Éco-Tourisme de Bruxelles est basée en fin de compte. Pourquoi? Parce qu'il a été relevé que, en d'autres pas, nous ne prenons pas soin ou nous négligeons que la plupart de ces sites touristiques qui sont là devant nos yeux et que nous ne prenons pas comme des sites touristiques. Nous ne les considérons pas, nous ne les valorisons pas et c'est bien rempli de déchets plastiques, des déchets ménagers, n'importe. C'est ces sites-là que nous pouvons dire simplement que ce sont des sites vraiment touristiques. Voilà. Ce sont des sites touristiques que la population ne prend pas soin et que l'association a pris soin de les relever, de les montrer à la population et de les valoriser un peu. Voilà. Oui. 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 Exactement. L'écotourisme, déjà, le tourisme, en le faisant, rapporte plutôt beaucoup de choses. Elle participe à une économie verte. L'écotourisme, elle participe à une économie verte. Elle participe à une découverte de la localité en fin de compte. Aujourd'hui, plein de gens sont abonnés au tourisme. Mais néanmoins, ne s'adonnent pas totalement au tourisme durable, ce qui veut dire l'écotourisme en fin de compte. Puisque on peut remarquer sur des sites touristiques
qu'après le passage de personnes, des personnes qui ont visité le site, qui est des déchets plastiques, ils ont pique-niqué et qui laissent leurs déchets ménagers tout sur le site touristique. Ce qui n'est pas de profit vraiment pour ce site touristique-là en fin de compte. Donc, l'écotourisme ou le tourisme en réalité participe beaucoup à l'émergence d'un pays et rapporte beaucoup pour la personne ou ce jeune, ou je peux dire l'entrepreneur qui s'engageait à le faire en fin de compte. Et c'est ensuite les moyens de déplacement. Oui. Allez-y. Non. Allez-y. Oui. Exactement. L'école répond parfaitement aux besoins du développement durable. Puisque l'école en son général regroupe plus de 5 ODD. Il veut dire l'ODD 17, l'ODD qui parle du partenariat en fin de compte pour pouvoir faire l'école. Il ne faut pas de partenariat. Le partenariat se fait déjà avec des gens qui sont sur le site touristique, qui sont sur les sites touristiques. L'école touristique rejoint l'ODD 5, 3, 4, qui parle de l'environnement, la protection de l'environnement, qui parle de la protection des eaux et des océans, qui parle de l'égalité des sexes aussi. Donc, tous ces facteurs-là entrent dans le développement durable. Du genre, on ne présente pas ou on ne favorise pas une personne. Du genre, quand on prend un peu l'égalité des sexes, on ne favorise pas un genre pour dire c'est lui forcément qui peut faire l'écotourisme. Tout genre peut le faire, que ce soit femme ou homme, peut faire l'écotourisme. Et ça à la fois contribue à l'épanouissement un peu de la gente féminine qui se sent un peu délaissée aujourd'hui dans presque tous les domaines. Voilà. Qui s'appelle STAT, l'ONG STAT. Un livre de l'environnement enseigné aux élèves, à ceux qui sont en primaire, au collège, notamment le recyclage, le compostage, c'est quoi les aides du développement durable, quels sont les 17 ODD et ainsi de suite. Donc, je crois que c'est vraiment un modèle que M. Alain peut pratiquer au niveau du Cameroun aussi. Déjà, s'il est éducateur de formation, qu'il enseigne déjà aux enfants, il peut intégrer dans son modèle des petites séances qu'on appelle comme des thèmes, comme l'agriculture biologique, une fois, même si c'est une fois dans le mois, avoir un petit jardin à l'école pour pouvoir enseigner aux enfants comment pouvoir cultiver, tout en ne pas utiliser les intrants chimiques, par exemple. Petits ateliers de recyclage, comment utiliser par exemple une bouteille d'eau pour faire par exemple, je sais pas moi, des objets de décoration. Donc vous allez voir qu'il y a des enfants qui ont beaucoup d'imagination, qui peuvent faire beaucoup de choses au fait. Je veux même plus loin au niveau du dessin. Les enfants peuvent faire des dessins sur, je sais pas moi, sur papier A4. Reflétant quelque chose qui va la lutte pour l'environnement, la lutte pour les trucs. Donc c'est des trucs qui sont vraiment importants. Vous allez voir ces genres de dessins-là peuvent être vendus sur des plateformes. C'est de l'écopreneuriat en fait. C'est ce que moi je pense en fait. Donc, dans le système éducatif, il y a beaucoup de choses à faire. Surtout que la prochaine génération qui est en train d'arriver est une génération sur laquelle on doit miser. Si on veut avoir une meilleure génération de demain. Parce que je crois que au niveau où nous sommes aujourd'hui, si on avait fait les mêmes choses pour nous, je crois qu'on aurait dépassé ce niveau où on est aujourd'hui. Donc c'est vraiment important de voir déjà, surtout aux primaires. Je pense que c'est un bon projet qui peut initier. Voilà, merci. Je suis vraiment l'intervention de M. Clou est vraiment très pertinente. J'aimerais, comment dire, beaucoup plus appuyer dessus.
La question de Monsieur Alexandre est une question vraiment d'actualité parce que de nos jours, nous sommes en train de rechercher le bien-être. Mais si on doit faire cela, c'est qu'il faudrait qu'on puisse rééduquer notre mentalité. Et pour pouvoir le faire, il faut commencer par la jeunesse et effectivement dans les écoles. Ce sont les enfants qui portent le message. Ce sont eux qui, après être éduqués, peuvent parler dans leur entourage, peuvent influencer aussi leurs parents. Donc, cela rentre un peu dans un de mes projets actuels de l'association IAC sur la commune durable où nous commençons d'abord dans les écoles par des programmes tout en essayant de recréer la ville avec des spécialistes. Donc, un peu dans la même optique que l'ONG STAD et peut-être AGR, il suffirait tout simplement que M. Alexandre essaie d'élaborer un programme, du moins commencer chez lui. Il est vrai que ces genres d'initiatives ne prennent pas en même temps parce que les autorités ont besoin de voir des preuves. Donc, commencer peut-être au niveau de l'école en introduisant le programme comme une activité simple qui, au fur et à mesure, en prenant de l'ampleur, peut devenir comme un cours d'éducation civique et intéresser la chose pour que chacun s'y retrouve et voit son intérêt dedans. Comme durant les vacances où certains apprennent à recycler, utilisent les déchets pour faire peut-être des bijoux et gagnent des fonds dedans, ils voient que oui, ce truc-là, c'est bon. Donc, en même temps qu'ils sont en train de se faire des sous, ils sont aussi en train de protéger l'environnement. Donc, ce que moi je trouve en tant qu'éducateur, il faut simplement éduquer et mettre en exergue le côté environnement, mettre en exergue la protection de l'environnement et tous les éléments qui y sont liés, en donnant l'exemple et en suscitant, poussant l'entourage à vraiment s'y intéresser. Voilà. Oui, je voudrais ajouter dans l'éco entrepreneuriat dans l'éducation, nous avons le concept EDD, c'est-à-dire qui promouvoit l'éducation durable. Donc, EDD, ça voudrait dire éducation du développement durable. Donc, notre cher confrère peut, dans son entreprise, dans son établissement scolaire, le concept de l'EDD et promouvoir ce concept. L'EDD vise à promouvoir l'éducation durable. Et dans l'éducation durable, nous avons l'éco, c'est-à-dire l'éco voudrait dire la prise en compte des questions environnementales. Donc, il pourra mettre dans son établissement ce EDD, cette éducation au développement durable. Par exemple, comme les autres l'ont si bien cité en avance, promouvoir à travers, amener les enfants à comprendre qu'est-ce que d'abord le développement durable. Nous, par exemple, au Cameroun, dans l'association Blaise Action for Africa, nous avons eu à faire cela dans certains établissements en partenariat avec les fondateurs de l'établissement. C'est-à-dire, on amène les enfants à comprendre les objectifs du développement durable dès l'école primaire et en leur démontrant les questions environnementales parce que nous avons l'un des problèmes qui est le réchauffement climatique qui est une conséquence au changement climatique et ces enfants que nous avons pu travailler avec eux savent maintenant que je ne dois pas abattre, c'est-à-dire l'abat des arbres abusifs est un fléau et cela nous amène au changement climatique et ça entraîne donc les réchauffements climatiques. Nous avons amené ces enfants à comprendre que le fait, par exemple, dans un établissement, il n'y a pas d'ombre, il n'y a pas d'arbres, cela entraîne donc ces réchauffements climatiques. Et ils ont fait des sketchs. Nous avons aussi amené les enfants à faire le genre que faut pas jeter les plastiques au sol, il y a la poubelle et cette poubelle-là, on peut prendre les déchets, aller recycler. Donc, à travers ce EDD, à travers son nouveau concept du développement durable, l'éco-entrepreneuriat éducatif peut donc employer ces outils. Ces outils-là, malgré que dans le national, dans le système national, dans le système du gouvernement, nous n'avons pas encore ce concept EDD. Donc,
nos collaborateurs avec la société civile peuvent implémenter ça d'abord dans leurs établissements, malgré que ce n'est pas encore officiel, ce n'est pas encore reconnu dans le système éducatif. Donc moi, je pense qu'il peut commencer dans son établissement. Allô? Je suis là? Oui, s'il vous plaît. Non? Je veux, s'il vous plaît. Moi, pour répondre à cette question, pour répondre à cette question, nous avons, il y a des accompagnateurs qui sont là pour accompagner, à établir, c'est-à-dire à initier de l'éco-entrepreneuriat. Je ne sais pas, il faudrait que la personne puisse accorder son adresse. Je pense comme au Togo, vous avez les accompagnateurs et comme ici au Cameroun. Par exemple, ici au Cameroun, nous avons des plateformes qui prennent l'entrepreneuriat et qui vous accompagnent. Nous avons par exemple, comme je le disais, pour faire l'éco-entrepreneuriat, il faut bien se former. Il faut bien se former parce que l'éco-entrepreneuriat n'est pas comme n'est pas du folklore. Dès qu'on dit agriculture bio ou bien recyclage, tu t'engages. Comme notre sœur togolaise nous a dit, elle s'est focalisée sur la formation. Elle a développé ses compétences. C'est pour dire que la personne qui a posé la question, c'est-à-dire, je ne sais pas dans quel pays se trouve, il y a des plateformes qui accompagnent, il y a des plateformes qui forment, il y a des plateformes qui vous accompagnent, ils vous forment, ils vous aident même à monter des projets. Par exemple, la plateforme au niveau du Cameroun, je me suis formée, moi je ne fais pas dans l'agriculture, mais ça m'a intéressée et je fais de l'agriculture bio, c'est-à-dire la culture des champignons. C'est-à-dire, quand tu te formes en cela, tu te rends compte que tu es en train de faire une agriculture bio. Et quand tu développes cette agriculture, ça te fait de l'éco-entrepreneuriat. Et ce sont des personnes formées qui te forment et qui t'accompagnent et qui te montrent comment faire pour développer ton entrepreneuriat en prenant en question les questions environnementales, en prenant en compte les questions environnementales. Comme je le disais, ce n'est pas comme juste comme j'ai une idée, j'ai un projet. Il y a les astuces. Il faut savoir, est-ce que ce produit remplit les questions environnementales? Est-ce que ça remplit le social? Est-ce que ça remplit l'économie? Donc, ça a 3 piliers. Par exemple, je voudrais ajouter même encore 4 piliers. Comme le professeur Essou Elamé, comme le professeur Essou Elamé disait, l'entrepreneuriat le développement à 4 piliers, c'est-à-dire les gens vont vous t'accompagner, que ton produit puisse remplir l'écologie, puisse remplir le social, puisse remplir l'économie et puisse remplir la culture. Donc, c'est-à-dire ton produit peut être interculturel. Ça peut valoriser ta culture, la région où tu te trouves. Ce produit-là peut valoriser. Donc, pour ma part,
je pense que cette personne, il y a des accompagnateurs, il y a des plateformes qui accompagnent, il y a des plateformes qui forment. Donc, la personne doit seulement se renseigner sur cette plateforme-là. Et je vous aussi dis, pour éviter, oui. Oui, alors. Je ne sais pas où il se trouve, si c'est un Camerounais, si c'est... Bon, il y a une plateforme nommée Agribioculture. Donc, je ne sais pas si vous serez encore dans la plateforme. Je vais balancer dans la plateforme Afrique. En fait, je vais me connecter avec James pour balancer certaines plateformes dans Afrique Carrière pour que le promoteur Afrique Carrière puisse balancer ces plateformes-là. Oui. Oui, allô? Allô? S'il vous plaît. D'accord, ok. Merci beaucoup, Madame Hélène, pour l'apport. Ce que je voulais dire, bon, en admettant que la personne soit au Togo, il y a des équipes, il y a... Je vous reviens. Là. Je vous reviens. Il y a l'incubateur Cube que la personne peut approcher, CUBE. Est-ce que au niveau de... Oui. Oui, je peux. Il y a le site il y a le site saei.tg. À part cela, il y a aussi un monde objectif 2030. En attendant, je peux rajouter quelque chose. À moins que M. James veuille intervenir, comme il était dans la liste. Bon. Ok, voilà. Je vais tout simplement reprendre les interventions précédentes. Je veux dire que dans chaque pays, il y a forcément des systèmes pour pouvoir permettre l'accompagnement de projets verts. Parce que depuis que cela a été décrété, le fonds vert a été créé pour cela. Et c'est ce pourquoi dans chaque pays, au niveau de chaque direction, au ministère de l'Environnement, se trouvent des représentants de ce fonds vert-là qui pourraient permettre à toute personne qui rédige un projet digne de pouvoir postuler et avoir des opportunités. En plus de cela, en matière de plateforme, je ne dirais pas que je m'y connais absolument, mais il faudrait savoir qu'il y a certaines banques qui financent les projets verts. À l'exemple de la BAD, ce qu'il faudrait faire, c'est qu'il faudrait tout simplement aller au niveau de la BAD, de EcoBank aussi, et de certaines plateformes de l'ONU liées à l'UNFCCC, la CNUCC et autres, pour voir les appels à projets qu'ils font. Parce que généralement, il y a toujours... voilà, il y a un peu... Donc, je disais qu'il faudrait que la personne visite ces plateformes afin de vérifier les appels à projets pour pouvoir soutenir, pour se faire accompagner pour son projet vert. Et comme l'a dit le confrère Armand, il y a des plateformes pour apprendre mieux dans cela. Oui. Je peux rajouter à tout ce que de dire. Mais avant, je peux dire qu'au Togo, il y a des exemples de projets verts qui réussissent et qui ont eu des financements. Projet initiative Total Start-Upper. C'est des projets de ce genre-là. Nous avons le projet de collecte et de recyclage des DEEE. Nous avons le projet de recyclage des sachets plastiques de l'ONG Stade.
exemple que de l'association Stage. Nous avons également les projets qui passent imprimante 3D, faire des déchets, pour faire plutôt le recyclage des déchets. Nous avons également le projet Africa Recycling, projet biocarburant. Nous avons le projet Quit Lado de notre compatriote Edouard Akapo Lado. Également le projet One House Waida, bizarrement de mentionner son propre projet, mais je peux vous dire que ce sont des projets, l'entrepreneuriat vert de se développer, besoin pour ses fils. Rejoignant Farida dans son intervention, effectivement, il y a des banques et des institutions étatiques qui financent les différents types de projets. Elle a cité la BAT et j'ajouterai la BCAO qui finance également les projets verts. Le PNUD qui aide les gens à faire les plans d'affaires pour appel à soumission et de financement. Nous avons également, la BOAD, africaine du développement. Pour ceux qui sont en Afrique centrale, vous avez vos banques là-bas. Effectivement, leur nom, mais les institutions bancaires qui existent en Afrique aujourd'hui sont prêtes à financer les projets et dans le domaine vert et dans le domaine bleu. Donc, ce que je vous conseillerais, c'est d'aller vers ces institutions-là pour avoir des renseignements, sans oublier de s'inscrire aux objectifs 2030 pour les MOOCs et puis de suivre les cours en ligne que donne l'IFDD les premiers jeudis de chaque mois ou bien au moins 2 jeudis sur chaque mois sur les ODD. Et c'est dans cette perspective-là que vous aurez les informations sur la majorité des financements bancaires pour vos projets. Merci beaucoup. Comme défi, moi, ce qui m'est le plus important, c'est que les Africains fassent tout à rendre plus conséquent la production du charbon. C'est un défi. C'est un défi que nous devons lancer. La production du charbon. Le charbon à l'échelle européenne, ou bien que ce soit le charbon à l'échelle. Merci beaucoup. Merci. Comme défi, le défi de tout entrepreneur, c'est le financement. Voilà. Donc, moi, ce que je pourrais dire comme solution, je pourrais même pas dire solution, mais tout simplement aller vers l'information, aller vers les plateformes. Parce qu'en fait, au final, comme l'a dit Madame Hélène, on s'engage beaucoup plus maintenant dans l'entrepreneuriat vert, pas forcément pour l'environnement, mais beaucoup plus pour les fonds, parce qu'il y a toujours des fonds disponibles dans ce genre de secteur-là. Mais bon, j'aimerais quand même rajouter un petit truc, c'est qu'il faudrait que l'on puisse jouer sur la collaboration et sur le système participatif dans dans l'entrepreneuriat vert, tout simplement. Merci beaucoup.
J'étais vraiment ravi par rapport à ce webinaire. Comme Faïda l'a dit, moi je pense que pour solutionner un peu tout ce qu'on a comme projet, tout ce qu'on a comme ambition, tout ce qu'on a comme option durable, il faudrait vraiment que nous concourons tous à l'ODD17 qui nous appelle tous à faire un partenariat et pour pouvoir mener bien nos projets, nos ambitions. Voilà, merci. Ok. Chers jeunes, nous sommes tous jeunes, hein? Même au-delà de 40 ans, on demeure jeune parce que c'est tout un état d'esprit. Donc, entreprenez dans le vert. Ce n'est pas un domaine vide, c'est un domaine très important qui nous permettra de gagner, mais de faire gagner notre environnement. Et voilà, c'est le message que moi je pourrais donner. Entreprenez surtout dans le vert. Voilà. De fin, moi, le but consiste en ce que les gens croient que parce que nous avons des cravates à porter, donc l'entrepreneuriat vert, c'est un domaine où il faut encore porter ces genres de cravates et aller et rester dans un entrepreneuriat vert. La plupart du temps se fait sur le terrain. Ils sont connectés, qui nous suivent. Mettez la main à la pâte, et les manches de vous, laissez vos cravates à la maison et allez travailler sur le terrain. C'est ce que, ou bien c'est ce dont l'entrepreneuriat vert a besoin. Merci. Oui, beaucoup de fois vraiment. Moi, je dirais toujours, on est toujours, comme Mme Faïda a dit, au-delà même de 70 ans, je peux souligner. Il est donné à tout le monde de rêver, hein, et on a le droit de réaliser ses rêves. Et le réaliser dans un esprit qui propice et copieux, je peux dire, fera que l'Afrique va émerger. Et pour émerger, il faudrait qu'on accepte premièrement ce que nous avons sur notre propre terre. Et accepter non seulement ce que nous avons sur notre propre terre, c'est de dire qu'on est tous éco-entrepreneurs. C'est de dire qu'on est tous pour la nature, c'est de dire qu'on est tous pour la biodiversité. Et je demande seulement à tout le monde de rejoindre juste la page éco-entrepreneur pour voir un peu, j'ai pas pu parler de ça, de l'événement qui, à chaque année, donne 3 lots de prix à des meilleurs éco-entrepreneurs, surtout au Togo. Et j'aimerais que les gens puissent voir un peu, lire les commentaires, voir ce que ces éco-entrepreneurs ont contribué jusqu'à présent. Et cette année, par la grâce de Dieu, on fera encore cette édition, cette année, à sa 3e édition. Et on aura encore, vous aurez, ou peut-être le public de la population aura encore ce que les entrepreneurs dans chaque domaine, dans tout domaine un peu divers, ce que les gens chaque jour se lèvent et innovent. Voilà. Que l'éco-entrepreneuriat, c'est l'innovation en fin de compte. Merci. Allô? Allô? Oui. Bonsoir encore à tous. Oui, depuis le Cameroun, donc nous pensons que l'éco-entrepreneuriat de façon globale devrait passer par l'éducation d'abord, à la base, poser les bases de la protection de l'environnement au niveau du primaire, et puis essayer de voir, même pas au niveau du primaire, poser les bases au niveau des tout petits qui arrivent, qui rentrent. Qu'est-ce que c'est que l'environnement, comment la protéger, pourquoi est-ce qu'on devrait. Vous voyez, quand on suscite cet ensemble de questionnements chez les tout petits, ça éveille un tout petit peu pas mal de trucs en eux, et de là, ils auront naturellement foi en ce qu'ils font. Et puis maintenant, rentrer au secondaire, au supérieur sur la question de l'éco-environnement, sur la question de l'éco-entrepreneuriat, autant pour moi, et tout un tas de choses. Donc, moi, je pense que
d'entrée de jeu, il faut d'abord mettre la base sur la formation des hommes sur la question environnementale et puis le reste suivra tel que j'ai suivi les autres co-panélistes. Je nous dis tout simplement merci beaucoup pour votre édification, pour tous ceux qui ont participé à ce séminaire, à ce forum. Et puis, nous pensons que de plus en plus, vous viendrez nous édifier, comme le disait quelqu'un, il faut que nous soyons tous ensemble pour une Afrique meilleure. Merci beaucoup.